Katia Kopylova, bonjour. Bonjour Eric Tegner. Je vous remercie de nous accorder cet entretien depuis la Crimée, dans cette très belle ville de Yalta. Merci beaucoup, tout le plaisir est pour moi. Vous êtes une juriste et diplomate russe francophone. Vous avez notamment travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale à La Haye, ainsi qu'au sein de l'ambassade russe à Paris pendant plusieurs années. Et vous êtes aujourd'hui installée à Moscou. Il a été convenu, du moment où on a fixé cet entretien, que vous êtes avec nous à titre d'expert et non à titre officiel. Et donc, tout ce que vous direz au cours de cet entretien relèvera évidemment de votre simple avis d'expert et de citoyenne russe et ne devra en aucun cas être pris pour la position officielle de l'État russe et de la Fédération de Russie. Pour autant, évidemment, j'ai de nombreuses questions à vous poser et aucune ne sera mise de côté, y compris les plus délicates pour vous. Oui, merci de le préciser. Pas sûr si ça nous fera gagner au père des spectateurs, mais en tout cas, il est vraiment important de le rappeler. Je ne suis investie absolument d'aucun mandat pour parler au nom de la Fédération de la Russie. Donc tout ce que je le dirai à mon nom propre. Et à partir du moment où on a installé ce cadre, il n'y a plus de questions délicates, il y a simplement des questions. D'ailleurs, je précise que si vous parlez français, c'est effectivement parce que vous avez passé plusieurs années justement à Paris, comme je le disais. Alors, évidemment, on se naît en Crimée aujourd'hui, donc à Yalta, cette célèbre ville avec une magnifique vue. Tout d'abord, que vous inspire cet endroit ? Alors moi, j'ai une histoire familiale avec la Crimée qui remonte à très très loin. Au XVIIIe siècle, j'avais un arrière-grand-papa qui était extrêmement féru de tout ce qui était généalogie, etc. Et lui, il a pu remonter dans notre arbre familial justement jusqu'au XVIIIe siècle. Et c'est grâce à lui, grâce à ses recherches, que je sais que je descends d'un noble grec de Crimée qui a déménagé à Saint-Pétersbourg et qui a épousé là-bas une fille également de bonne famille. Donc moi, j'étais là avant tout le monde. Et donc j'ai une autre histoire familiale avec la Crimée qui pour le coup est beaucoup plus récente. J'ai mes deux parents qui se sont rencontrés ici pendant leurs vacances il y a plus de 30 ans déjà. Et donc si je suis née, c'est quelque part grâce à cet endroit. Et ça doit être pour cette raison que je suis immédiatement tombée sous le charme lorsque je suis venue ici pour la première fois l'année dernière. Et en fait, il n'y a pas un autre endroit au monde qui me manque autant que la Crimée quand je suis pas là. Si, Moscou, mais c'est pas pareil. Alors évidemment, la Crimée, c'est un sujet délicat parce que le rattachement ou l'annexion, on en parlera tout à l'heure, de la Crimée à la Russie en 2014 n'est pas encore reconnu par l'Occident. Ça nous permet de rentrer tout de suite dans le vif. Est-ce que vous comprenez ceux qui contestent la manière dont la Russie a récupéré la Crimée en 2014 ? Je suis en général de nature extrêmement compréhensive. Après, le sujet de la Crimée a déjà été abordé 10 millions de fois sous tous les angles. On connaît les arguments des uns et des autres. En gros, c'est l'intégrité territoriale d'un côté et le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes de l'autre. Mais en fait, ce débat aujourd'hui, à mon sens, est complètement à côté de la plaque. Ce qui est essentiel de comprendre, c'est que la Russie ne lâchera jamais la Crimée. C'est une réalité géopolitique dont libre à certains de douter, sauf qu'on ne bâtit pas de politiques intelligentes sur un déni de réalité. Non, la Russie ne lâchera pas la Crimée. Oui, la Russie mobilisera toutes ses capacités armées pour défendre la Crimée. Et oui, la réponse en cas d'attaque contre la Crimée sera radicale. Jusqu'à une réponse nucléaire ? Alors, notre doctrine nucléaire est claire comme de l'eau de roche. Et elle prévoit 4 cas de figure dans lesquels la Russie peut faire appel à sa puissance nucléaire. Si la Russie ou ses alliés sont une cible de missiles balistiques, si la Russie ou ses alliés sont attaqués à l'arme nucléaire ou une autre arme de destruction massive, si l'ennemi agit sur des installations critiques et ainsi la riposte nucléaire est susceptible d'être empêchée, ou si le territoire national est attaqué au moyen d'armes conventionnelles et cela met en péril l'existence même de l'État. Et d'ailleurs, Vladimir Poutine a parfaitement résumé cette doctrine quand il a dit « Nous n'avons pas besoin d'un monde sans la Russie ». Ce qui est un peu dérangeant, c'est que ça veut dire qu'il n'y aurait plus de règles, que chacun peut prendre un bout de territoire de l'autre et déclarer sien. Est-ce que ça ne serait pas un peu moyenâgeux comme approche ?
Vous en parlez comme s'il s'agissait d'un territoire inhabité. Justement, on n'est plus au Moyen-Âge. Au Moyen-Âge, la notion même d'État centralisé n'était pas encore tout à fait établie. Et les frontières, elles étaient assez mouvantes. Et donc, l'enjeu pour un peuple d'appartenir à un État plutôt qu'à un autre n'était pas pareil qu'aujourd'hui. Et les Criméens n'ont jamais voulu appartenir à un autre État que la Russie. Vous savez, à l'époque du rattachement de la Crimée, en 2014, nous en avons évidemment énormément discuté dans la famille. Et ma mère m'a raconté qu'elle se souvenait de gigantesques manifestations en Crimée au moment de la chute de l'Union soviétique pour être attachée à la Russie plutôt qu'à l'Ukraine. Et récemment, le vote massif presque unanime des Criméens pour le rattachement à la Russie en est un autre témoignage. Voilà, et à ce moment-là, en 2014, tous les facteurs, toutes les conditions ont été là pour que la Russie accueille la Crimée de la meilleure des manières possibles. D'un côté, il y a eu ce coup d'État en Ukraine, il y a eu une explosion du nationalisme ukrainien, il y a eu des discriminations à l'égard des russophones, et de l'autre côté, la puissance économique retrouvée de la Russie, qui lui a permis d'accueillir justement la Crimée dans son giron de manière responsable et à y investir de manière à la remonter au niveau des autres régions russes. Aujourd'hui, il y a des routes, il y a des hôtels, il y a du tourisme, il y a des monuments historiques qui sont pris en charge et non dans un état de délabrement. Voilà, vous voyez comme c'est beau, la Crimée, c'est un diamant, il exige un bel écrin. Mais certains parlent de triche lors du référendum de 2014. On ne peut pas évacuer cette question. Oui, il y en a qui pensent que la Terre est plate. Je pense que la suite de l'histoire, c'est-à-dire l'intégration parfaite de la Crimée à la Russie, prouve en fait toute l'incongruité de cette hypothèse. Et par ailleurs, dès le lancement de l'opération spéciale en Ukraine, et j'imagine qu'on va longuement en parler, toute la Crimée s'est immédiatement et sans hésitation aucune mobilisée aux côtés de la Russie. Alors c'est intéressant, vous dites bien rattachement de la Crimée et non annexion, comme ça se dit en Occident et en France. Oui, parce que en droit international, annexion veut dire rattachement par la force. Et dans le cas de la Crimée, il n'y a pas eu de recours à la force. Il n'y a pas eu un seul tir, pas un seul blessé, pas une seule goutte de sang qui a accompagné ce processus. Et je mets au défi quiconque de démontrer le contraire. Mais effectivement, le mot annexion est employé sciemment par certains politiques et certains journalistes occidentaux, et j'insiste bien sur certains parce que, heureusement, qu'il reste encore des journalistes et des politiques honnêtes, pour installer dans la tête des gens l'idée qu'il y a eu de la violence. C'est très perfide, en fait, parce que les gens, ils vont pas aller vérifier la véracité de ce qu'ils lisent, en fait. Ils vont prendre ce qu'ils lisent pour argent comptant. Je ne leur jette pas la pierre, mais ce n'est pas pour autant qu'ils ne sont pas victimes d'une manipulation. Et donc, en l'occurrence, effectivement, je le rappelle, il y a plusieurs manières de décrire ce qui s'est passé. La langue française, elle est suffisamment riche pour ça. Intégration, réunification, rattachement, ce que vous voulez. Mais dire que ça a été une annexion est juridiquement faux. Et si un étudiant en droit international avait fait cette erreur, je lui aurais fait redoubler son année. C'est un peu sévère. Est-ce que l'annonce par Vladimir Poutine de cette décision d'envoyer des troupes russes dans le Donbass le 24 février vous a surprise? Nous, en tout cas, en France, on était complètement, y compris Emmanuel Macron, surpris par cette décision. Non, je ne dirais pas que ça m'a surprise. Vous savez, à tout différend international, il existe deux solutions, une diplomatique et une militaire. Et si certaines âmes progressistes pensent que la solution militaire, c'est pour des barbares, je les invite à se rappeler de l'ex-Yougoslavie, en plein cœur de l'Europe, de l'Irak, de la Libye et de l'Afghanistan. Je ne suis pas particulièrement fan de l'argument de rhétorique qui s'appelle en latin « tu quoique », et qui se traduit en français par « toi aussi », et qui consiste à renvoyer en fait l'adversaire vers ses propres propos ou ses propres actions pour attaquer la cohérence
de ces paroles. Par exemple, régulièrement, à l'accusation, vous avez reconnu l'indépendance des républiques du Donbass et avez violé ainsi l'intégrité territoriale de l'Ukraine. La réponse est, vous avez reconnu l'indépendance du Kosovo et ainsi vous avez violé l'intégrité territoriale de la Serbie. Ce n'est pas parce que les Occidentaux ont reconnu le Kosovo que notre reconnaissance des républiques du Donbass est légitime. Elle est légitime parce qu'il s'agit, en l'occurrence, du droit les plus stricts des peuples du Donbass. Voilà, si je convoque la Libye, l'Irak ou l'Afghanistan ou l'ex-Yougoslavie, c'est uniquement dans une logique factuelle. C'est pour démontrer que la solution militaire fait parfaitement partie de l'arsenal de absolument tous les pays, et que les pays qui sont les plus moralisateurs, les plus, entre guillemets, progressistes, sont les premiers à en user. Ce n'est pas nous recourons à la force parce que vous recourez à la force. C'est nous recourons à la force tout comme vous recourez à la force. Donc, à partir de ce moment-là, soit tout le monde est barbare, soit on arrête avec les noms d'oiseaux et on fait de la politique. Certes, la solution militaire est une solution extrême, c'est une solution très lourde de conséquences sur de très nombreux plans, mais ça reste une solution et ça restera toujours une solution pour quand toutes les autres solutions ont été épuisées. Et les politiques et les analystes occidentaux qui se disent surpris du déclenchement de l'opération spéciale sont des politiques incompétents et des analystes incompétents. Tout simplement parce que, déjà, ils n'ont pas à être surpris. Ils ont de base à envisager tous les scénarios, même les pires et même les moins probables, à dresser une feuille de route pour chacun de ces scénarios et à se tenir prêt à les appliquer, quoi. Les gens, les citoyens ne votent pas pour ces gens-là pour que justement ils soient surpris, mais pour qu'ils aient la solution en cas de crise et ils sachent quoi faire. Et deuxièmement, faut arrêter de se foutre de la gueule du monde. Tout ce que l'Occident a fait depuis 8 ans et en réalité depuis bien plus longtemps, ça a été de conduire la Russie dans sa relation avec l'Ukraine à une impasse. Donc dire aujourd'hui qu'ils sont surpris, c'est comme si, je sais pas, moi je conduisais à 300 à l'heure sur une route verglacée de montagne et que j'étais surprise d'avoir un accident. D'ailleurs, le modus operandi est exactement le même en ce moment avec Taïwan. Et si vous continuez sur cette lancée-là, vous n'êtes pas au bout de vos surprises. Mais est-ce qu'au bout du compte, Vladimir Poutine a eu raison de s'attaquer à l'Ukraine ? Je vais vous dire, ce serait complètement débile pour moi d'essayer de répondre à cette question. Et tous ceux qui s'y essayent se comportent de manière complètement débile en fait. Tout simplement... Si on peut attendre un petit instant, est-ce qu'il y a un hélico ? Oui, très légère coupe parce qu'il y avait effectivement un hélicoptère militaire qui passait derrière nous, chose assez fréquente. Est-ce que vous pouvez continuer votre... Oui, qu'est-ce que je disais déjà ? Ce serait, vous savez, ce serait complètement débile pour moi d'essayer de vous répondre à cette question. Et tous ceux qui s'y essayent se comportent de manière complètement débile. Parce que ni eux, ni moi, en fait, n'avons connaissance de tous les éléments que lui, il avait au moment de prendre cette décision. Est-ce que quelqu'un s'est déjà mis à sa place ? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça fait d'avoir la responsabilité de 150 millions de vies sur ses épaules? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça fait de devoir penser tous les jours à les nourrir, à les soigner, à faire en sorte que les enfants grandissent dans le respect des valeurs qui permettront au pays de se perpétuer? Est-ce que quelqu'un sait ce que ça fait d'avoir entre ses mains une puissance capable de faire des dégâts énormes, des dégâts irréparables en fait? On n'est pas dans un dessin animé avec un méchant dans son château qui veut voler Noël. Et parfois, j'ai l'impression que c'est l'image que les Occidentaux ont de Vladimir Poutine. En fait, personne ne sait ce que ça fait de prendre une décision dont on sait que ses conséquences vont affecter de manière durable et parfois assez radicale des millions de vies. Mais c'est un poids énorme. Et donc moi, je pars du principe que lorsqu'on se résout à prendre une telle décision, c'est qu'on a dû bien réfléchir avant, parce qu'on aura à vivre avec ça en fait.
Donc c'est quelque chose qui est extrêmement grave, qui ne peut pas être pris à la légère. Et c'est pour ça, voilà, je lui fais confiance. Et au vu des éléments que lui, il avait, et effectivement, ni vous, ni moi, ni personne d'autre ne les a, donc inutile de spéculer. Lui, il a jugé que ça a été la décision à prendre. Mais certains analystes en France disent que, et même aux États-Unis, Vladimir Poutine serait isolé, malade même, et que du coup il aurait déclenché cette guerre pour renforcer son pouvoir dans une sorte, vous savez, de fuite en avant. Oui, je rigole, je vais vous expliquer pourquoi, parce que ça me rappelle une anecdote historique. Quand Brejnev est venu en France en 77, il y avait des rumeurs qui couraient sur son état de santé, comme quoi il était gravement malade et tout le monde avait envie de savoir si ces rumeurs étaient vraies. Et lui, il a été logé au château de Rambouillet. Et il paraît que les services français se sont raccordés à la canalisation qui desservait en fait cette toilette pour pouvoir récupérer et analyser le contenu pour vérifier la véracité de ces rumeurs. Et donc systématiquement, quand j'entends dans la bouche des experts occidentaux des supputations sur l'état de santé de Poutine, il y a cette anecdote qui me revient à l'esprit et je me dis que la vie doit être bien triste quand on la passe à fouiller dans la mer des autres, au sens propre comme au figuré. Mais est-ce qu'il est soutenu vraiment par tout son état-major ? Vraiment, c'est une question importante, parce que certains ont parlé de doutes, notamment de son ministre de la Défense, Shoigu, lors du déclenchement des opérations. Alors, la réponse, elle est très simple. Vladimir Poutine est le chef des armées. Et par définition, l'armée, c'est un organisme basé sur la discipline et l'ordre. Et je ne sais pas dans quel état de débauche doit être le pays pour que l'armée refuse d'exécuter les ordres de son chef, ou même discute les ordres de son chef. Alors, certains analystes et experts aussi disent qu'aujourd'hui, l'armée russe est affaiblie. Vous n'êtes pas experte militaire, mais de votre point de vue, comment tout cela va se terminer et la Russie peut-elle vraiment gagner et à quel prix ? А значит, нам нужна одна победа. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Одна на всех, мы за ценой не постоим. Vous regarderez la traduction et le contexte. C'est une chanson qui a... C'est une chanson qui est tirée d'un film qui s'appelle La Gare de Biélorussie, qui a été tournée dans les années 70, je pense. Et c'est une des chansons les plus connues qui est associée à la Seconde Guerre mondiale, en fait. Tout à l'heure, je vous ai posé cette question sur le facteur un peu nucléaire. Il y a certains organismes internationaux qui mettent en garde contre le risque d'un accident nucléaire. Moi, en tant que Français et d'autres, même si c'est quelque chose au-delà des experts, les Français sont inquiets de cela. Qu'est-ce que vous en pensez ? Effectivement, ça peut être grave de taper sur une centrale nucléaire. Et je ne sais pas si les Ukrainiens réalisent, mais si ça pète, c'est eux qui vont être les premiers touchés. Et je parie que l'arme qui touchera, en l'occurrence, la centrale de Zaporozhye, sera une arme de fabrication européenne ou américaine. Justement, ça nous permet un peu de parler du sujet des armes. C'est un sujet délicat parce qu'il y a de plus en plus de livraisons. Il y a des étapes différentes qui peuvent encore être franchies. Et la France est parmi les pays qui fournit des armes aujourd'hui. Je pense au canon César. Comment vous interprétez ça, côté français, qui n'est pas co-belligérant de cette guerre en Ukraine aujourd'hui ? Alors moi, je connais que les éléments qui sont publics et j'invoque tout de suite la clause de non-responsabilité au cas où il s'avérait incomplet. Mais d'après ce que j'ai lu, en tout, la France a fourni entre 14 et 18 canons César à l'Ukraine, les chiffres varient. Et toujours, d'après ce que j'ai lu, la France aurait prélevé ces canons, une partie de ces canons sur une commande du Maroc et elle aurait même accepté de payer des pénalités de retard pour les délais supplémentaires induits par cette décision. Alors sur toutes ces machines, je sais que 3 ont été détruites par des frappes aériennes à Kourakovo. Une a été détruite sur une île dans l'oblast de Odessa, et 2 autres ont été vendues
par des militaires ukrainiens à la Russie pour une somme de 120 000 dollars chacune, alors que normalement le prix unitaire est de 7 millions d'euros. Et ces deux machines se trouvent actuellement dans les entrailles d'Ural Vagon Zavod, qui est une entreprise engagée dans la production et le développement d'équipements militaires. Et comme les canons César sont réputés pour leur grande mobilité, leur grande précision et leur portée, c'est effectivement très intéressant pour nos spécialistes de pouvoir les examiner. Outre les armes, il y a à peu près 50 mercenaires français qui sont toujours actifs en Ukraine. 2 ont été éliminés et j'en profite pour rappeler que voilà, le mercenariat est illégal au regard du droit international et que les mercenaires ne bénéficient pas des protections prévues par le droit international humanitaire. Alors moi j'étais à Mariupol pour Livrement pendant à peu près 6 semaines, c'était au mois d'avril. J'ai pu constater une ville qui est détruite à quasiment 70%, avec beaucoup d'habitants aussi qui n'avaient plus véritablement leur logement, sachant que beaucoup d'habitants, je crois autour de 100 000 ou 150 000 sont restés. Qu'est-ce que vous allez faire pour améliorer le quotidien de ces territoires dévastés par la guerre au-delà même de Mariupol? Alors, fin juillet, le gouvernement a présenté au président Poutine le plan directeur de reconstruction de Mariupol, complet et détaillé, de 3 ans. Et je sais que les travaux battent leur plein et qu'il est prévu que les premiers bâtiments, dont des hôpitaux, soient livrés d'ici quelques semaines, là en septembre, et qu'en tout, 90 bâtiments de services publics vont être livrés d'ici la fin de l'année. Tous les réseaux d'alimentation en eau et en énergie sont en cours de remplacement, les chaufferies en cours de réparation. Le plan prévoit également une création d'infrastructures de transport, notamment l'utilisation de trains urbains. Et tout ce qui n'a pas été détruit dans le centre-ville sera entièrement restauré et l'aménagement urbain a en fait été pensé jusqu'à la couleur des maisons pour donner un nouveau visage à la ville. Il est également prévu de construire de nouveaux parcs et une promenade des mers. Et en fait, il a été prévu que les régions russes seraient associées à la reconstruction des villes détruites par les Ukrainiens et chaque localité s'est vue attribuer un parrain parmi les régions russes qui accompagnera le processus humainement, financièrement et sur tous les autres plans. Et par exemple pour Mariupol, c'est Saint-Pétersbourg. Pourquoi est-ce que vous appelez aujourd'hui l'opération spéciale, c'est pas le même terme qu'on utilise de notre côté, a provoqué une vague d'indignation et de rejet en Occident? Vraiment, je vous demande de votre point de vue. Et est-ce que cela peut changer? Alors, il faut savoir qu'au début de l'opération spéciale, l'opinion occidentale s'est divisée en 3 camps. Le camp de ceux qui étaient d'emblée pour, le camp de ceux qui étaient d'emblée contre, et le camp des indécis, qui demandaient à voir. Et en fait, c'est cette troisième section, c'est ce troisième camp qui a été le plus nombreux, parce que les gens en fait n'étaient pas au courant. Ils ne savaient pas ce qui se passait en Ukraine, donc ils n'avaient pas d'éléments pour se baser, pour former une opinion. Pourquoi ? Parce que depuis 8 ans, le conflit dans le Donbass a été un conflit oublié. Les journalistes occidentaux ne s'y intéressaient pas, tout simplement parce qu'il n'y avait rien de savoureux. Il n'y avait rien à raconter, à part qu'il y avait des milliers de Russes qui se faisaient tuer par les Ukrainiens. Et au fur et à mesure que l'information arrivait, très souvent orientée dans le sens anti-russe, il faut le dire, les opinions se sont cristallisées et ce troisième bloc s'est résorbé. Par contre là, en ce moment même, avec les effets des sanctions anti-russes qui se font sentir de plus en plus douloureusement en Europe, avec des voix qui s'élèvent pour dénoncer les exactions de l'armée ukrainienne régulière et des bataillons néo-nazis sur des populations civiles du Donbass, avec le comportement des réfugiés qui dérange, sur fond d'histoires ahurissantes de vente de canons français à la Russie, avec toute l'aide occidentale qui est dilapidée, les gens commencent à se poser des questions. Et d'où le succès, notamment des émissions que je note, qui accueillent des témoins du terrain et qui accueillent des experts sérieux. Je sais que les spectateurs, les internautes qui suivent Livre Noir sont des gens ouverts d'esprit et c'est tant mieux parce que ceux qui refusent de chercher plus loin
que ce que leur est servi par le gouvernement sont des idiots utiles en fait du gouvernement qui fait monter une campagne médiatique pour ensuite pouvoir s'appuyer dessus et prétexter que ces actions sont guidées par l'opinion publique. La technique, elle est rodée, on la connaît. D'abord, il y a plein d'articles qui paraissent dans les médias sur le même sujet, qui disent tous la même chose. Et ensuite, toute cette masse d'articles est présentée comme étant le reflet de l'opinion publique. Et mon œil, je veux dire, s'il n'y avait pas eu toute cette merde qui a été déversée sur la Russie depuis le début de l'opération spéciale, elle aurait été beaucoup plus calme, l'opinion publique. Ne pas savoir n'a jamais servi personne, comme disait le camarade Lénine. Et effectivement, il est très important de s'informer. Et à la question de savoir si l'opinion va tourner, oui, et je pense que l'opinion est déjà en train de tourner, le tournant est déjà en train de s'opérer. En réalité, j'ai jamais cru que cette hystérie allait durer dans le temps, tout simplement parce que on essayait d'attraper les gens par l'émotion. Or, une émotion peut produire un effet quand elle est au maximum de sa puissance. Mais le propre de la puissance des émotions, c'est qu'elle s'étiole, elle s'estompe. Et c'est très difficile de maintenir une émotion artificiellement. Vous voyez ce que je veux dire ? Un Français peut être touché, s'émouvoir quand on lui montre une image d'une babouchka ukrainienne en pleurs 1 ou 2 fois. Mais ensuite, il passera à autre chose parce que ça ne le concerne pas. Une émotion qui dure, c'est une émotion qui nous concerne personnellement. À titre de contre-exemple, l'émotion suscitée par les attentats de Paris est beaucoup plus vive et durable chez les Français parce que, en l'occurrence, il s'agit de leur pays, de leurs compatriotes auxquels ils s'identifient, qui ont été touchés, etc. Et pareil pour moi, l'émotion liée à l'opération spéciale ne peut pas retomber chez moi parce que c'est des gars de chez moi qui se font massacrer et mutiler par les Ukrainiens quand ils sont faits prisonniers, parce que c'est des femmes comme moi qui perdent leurs enfants tous les jours sur les bombes ukrainiennes qui pleuvent sur Donetsk, vous voyez. Donc là, je suis touchée dans ma chair, dans mon cœur, personnellement. Donc je vais continuer à suivre et à compatir. Mais sinon, la campagne, c'est vrai qu'il retombe. Et même BHL, il l'a compris. Il essaye de la faire revivre avec son docu. Mais encore une fois, quand une émotion n'a pas de résonance personnelle, c'est dur de la faire durer. Je vous sens sévère à l'égard de BHL. Vous pourriez débattre avec lui ? Un débat est intéressant uniquement lorsqu'il oppose 2 personnes qui ont une expertise égale sur le sujet du débat. Donc, les 2 personnes peuvent très bien, donc c'est tout l'intérêt du débat, qu'ils aient des opinions divergentes, mais un niveau de connaissance équivalent. Sinon, le débat, il n'a aucun intérêt, il va rien donner. Moi, je peux éventuellement débattre avec, un docteur en physique quantique, de la physique quantique justement, mais ça n'aura aucun intérêt parce que j'y suis nulle. Je n'y connais rien. Lui, ça va l'ennuyer et moi, je vais m'humilier. Et pareil avec BHL, ces arguments, on les connaît, c'est Poutine assassin, mais c'est pas des arguments pour un débat sérieux. C'est simplement des affirmations gratuites pour conforter son aura qu'il s'est choisi de défenseur des opprimés ou je sais pas quoi. Lui, il ne parle ni russe ni ukrainien. Il n'a jamais étudié sérieusement l'historique de nos relations, ni l'histoire de cette partie du monde. Une partie des informations lui est inaccessible parce que elle relève de la confidentialité des échanges entre États. Donc, de quoi voulez-vous qu'on débatte, Ce n'est pas parce que il s'est baladé à Odessa en compagnie d'un ex-commandant du bataillon néo-nazi Haïdar, aujourd'hui gouverneur, qu'il a une quelconque légitimité pour parler des relations russo-ukrainiennes. Mais vous voyez, même le fait de s'afficher avec ce mec traduit soit une incompétence crasse, soit une volonté de provocation. Je vous rappelle que le bataillon Haïdar, les membres de ce bataillon, ont sur leur chevron, ici, 2 grenades allemandes M24 croisées qui reprend, ce logo, il reprend le logo de la 36e Waffen Grenadier Division de la SS. Et ça a été la plus violente, la plus brutale unité combattante de la SS pendant la Seconde Guerre mondiale. Elle a été formée par Hitler à partir de braconniers allemands et ensuite renforcée avec des prisonniers de guerre, notamment soviétiques.
Et voilà, donc à partir du moment où c'est ça la source de BHL sur le conflit, je vois pas trop de quoi on peut débattre. Tout débat sera stérile. Mais au-delà de BHL, ce que je dis là, cette rhétorique, elle vaut pour 99% des experts qui sont invités sur les plateaux télé en France. Ces experts, vous savez, de la Russie, ou plus globalement, c'est un terme à la mode, experts de tous les pays de l'espace ex-soviétique. Ça veut rien dire, mais passons. En fait, il y a deux catégories d'experts dans les médias français. Soit c'est des gens d'origine russe ou soviétique qui se sont expatriés il y a 3000 ans et qui pensent que la Russie n'a pas trop évolué depuis son occupation par les Mongols au XIIIe siècle. Soit c'est des Français qui, pour le coup, ne parlent pas un mot de russe, à part Privet et Babouchka, et qui, eux, ils ne savent même pas que la Russie a été occupée par les Mongols au XIIIe siècle. Donc, d'où c'est un expert de la Russie. Et j'ai envie de dire aux gens, mais ayez un peu de respect pour vous-même, quoi. Si vous avez envie de vous informer, allez chercher l'information auprès de sources sérieuses, vérifiées, sélectionnées. C'est comme pour la bouffe. Vous regardez bien ce que vous mangez. Vous n'allez pas manger des croquettes pour chiens. Or, quand vous écoutez ces gens-là, c'est comme si vous mangiez des croquettes pour chiens. Voilà, ça s'appelle une hygiène médiatique, tout simplement. Les politiques, c'est différent. Eux, ils n'ont pas le choix. Mais là non plus, personne n'est dupe de leur discours. Poutine est responsable de tout, de la chaleur, du froid, de la canicule, du vent, des pénuries, de l'inflation, du machin. Tout le monde sait que c'est leur gestion calamiteuse qui a conduit à tous ces désastres. Vous savez qu'ils prennent des sanctions sans même réfléchir aux conséquences qu'elles auront potentiellement pour leur propre pays. C'est-à-dire qu'ils ne consultent même pas les acteurs du marché concernés, ils ne leur demandent pas leur avis, alors que ils auraient pu les aiguiller, les orienter, leur proposer des stratégies. Et ça fait de la peine, sincèrement, pour les gens qui, eux, n'ont rien demandé. J'ai par exemple plusieurs amis en France avec qui je communique régulièrement et qui me disent voilà, on est catastrophé simplement par la montée des prix pour tous les produits du quotidien, des aliments à l'énergie. J'ai lu que les Allemands avaient commencé à moins se doucher pour économiser de l'énergie, mais c'est complètement surréaliste. Je veux dire, c'est pas bien de pas se laver. Après, il y a des maladies qui se développent et tout. Alors justement, vous parliez des sanctions. Aujourd'hui, on accuse la Russie d'utiliser le blé et le gaz pour faire pression sur les Occidentaux, pour les forcer d'une certaine façon à accepter ce qui se passe aujourd'hui. Est-ce que pour vous, ces accusations sont justifiées? Est-ce que vous les assumez? Est-ce que vous les contestez ou est-ce que vous les assumez? Alors, il faut être très clair. Là, pour le coup, la réponse, elle est hyper simple. L'Occident, vous, fournit des armes à l'Ukraine. D'accord? Des armes qui ont pour vocation de tuer nos civils et nos soldats. Vous, l'Occident, vous formez les Ukrainiens à l'utilisation de ces armes pour qu'ils puissent, à leur tour, tuer nos civils et nos soldats le plus efficacement possible. Et pourtant, Vladimir Poutine, il ne vous a pas coupé le gaz et il a veillé au bon déroulé des négociations sur le transport des céréales. Et il l'a fait, sachant que cette décision était extrêmement impopulaire auprès de son opinion publique. En fait, depuis les premières annonces d'intention de livrer des armes à l'Ukraine, les gens en Russie, ont réclamé une coupure nette du gaz à destination des pays occidentaux. Et Vladimir Poutine, il reste sur sa position qui est celle de dire que la Russie doit demeurer un partenaire fiable et un fournisseur fiable pour l'Occident, pour ses clients. Et en fait, c'est une décision que je trouve extrêmement courageuse et extrêmement sage, sachant que tous les jours, il y a des gens, des russophones, qui meurent sous le coup des armes occidentales en Ukraine. Alors, comme vous avez pu le constater, effectivement, on a dû reprendre cet entretien parce qu'on vient d'être interrompu par un orage à Yalta. Donc, merci beaucoup, Katerina Kopylova, d'avoir accepté de descendre en bas de cet hôtel, dans la cave de ce restaurant pour terminer cet entretien. Un restaurant, d'ailleurs, on voit que
malgré qu'ils soient en Crimée, les sanctions ne semblent pas tellement l'avoir affecté. Donc ça va nous permettre justement de rebondir sur ce sujet si important des sanctions dont on parlait juste à l'instant. Qu'est-ce que vous en pensez dans le fond de la réaction des Européens ces derniers temps? Sur les sanctions, c'est Viktor Orban surtout qui a très bien dit il y a quelques semaines quand il a dit par rapport aux sanctions, je pensais que nous nous étions tiré une balle dans le pied, alors qu'en fait je constate que c'est l'économie européenne tout entière qui s'est tiré une balle dans les poumons et c'est pour cette raison qu'elle est en train de s'étouffer absolument partout. Et en fait, je me pose la question de savoir quel a été l'objectif premier des sanctions. Parce que si l'objectif premier a été justement de rendre la vie plus difficile aux Russes moyens et le pousser ainsi à se révolter contre le régime, alors c'était peine perdue, hein, vous connaissez la blague. L'Occident se dit « Ah, on va prendre les sanctions et les Russes vont dégager Poutine ». Et les Russes qui disent « Vladimir Vladimirovitch, vous avez vu, ils ont pris les sanctions, nous allons leur niquer leur race. » En fait, ce n'est pas la première fois que l'Occident mise sur ces stratégies de provoquer un changement de régime en Russie en créant, de son point de vue, les conditions pour une révolte populaire. Et systématiquement, mais à chaque fois, vraiment, c'est l'inverse qui se produit. Et il y a plusieurs raisons à cela. La première, c'est que déjà le rapport entre les citoyens et l'État n'est pas le même en Russie et en Occident. C'est-à-dire, vous, les Occidentaux, vous considérez que l'État est la création des citoyens, c'est votre émanation, et de ce fait, il est à votre service. Nous, pas du tout. Nous pensons au contraire que l'État nous dépasse et qu'il ne nous doit rien. Vous, les Occidentaux, quand vous avez un problème, vous allez vous tourner vers l'État pour lui demander des allocations, des aides, du travail. Nous, les Russes, si on a un problème, on va cultiver notre potager. Si l'État nous aide, c'est très bien, sinon, on va se débrouiller. Deuxièmement, il n'y a rien que les Russes redoutent plus que l'instabilité, en fait. Le spectre de l'instabilité, ça fait extrêmement peur, ça pèse sur les esprits et ça pousse les Russes à se mobiliser pour l'éloigner. Le souvenir de l'agonie de l'URSS est encore présent dans les esprits de tous ceux qui l'ont vécu. Cette agonie a suivi l'époque bénie brejnevienne et justement, ceux qui étaient jeunes à l'époque sont aujourd'hui actifs et nombreux. Avec Vladimir Poutine, nous avons un cadre de vie qui est stable, qui est durable, qui est compréhensible, qui est clair et qui convient. Et si on devait tout chambouler au gré des provocations occidentales, on n'en mènerait pas large. Hein. Et le revers, en fait, des sanctions qui frappent aujourd'hui l'Europe à des endroits vitaux, tels que l'énergie et la nourriture, c'est un remontant extraordinaire de fierté nationale, en fait. Parce que nous étions très mal dans notre rôle de fournisseur de matières premières, de simple fournisseur de matières premières, alors que l'Occident, c'était l'innovation, la technologie, le iPhone. Et là, on est en train de réaliser qu'en fait, le iPhone, ça ne se mange pas et ça ne chauffe pas. Alors que nous aurons toujours de quoi manger et de quoi nous chauffer. Ça nous amène d'ailleurs à la grande question géopolitique. Au sujet d'un continent que vous n'avez pas véritablement osé citer depuis le début de cet entretien, ce sont les Américains. Selon vous, quels intérêts ont les Américains dans ce conflit et quel rôle jouent-ils véritablement ? Ça fait des décennies que les Américains n'ont qu'un seul intérêt en politique étrangère, c'est d'asseoir leur domination sur le monde. Et toute leur puissance, que ce soit militaire, économique, diplomatique ou culturelle, est mise au service de cet intérêt. Et notre intérêt à nous, c'est de les empêcher de nous soumettre à cette domination, d'essayer d'échapper à cette domination. Donc, nous avons un conflit d'intérêts. Et aujourd'hui, le théâtre de ce conflit, justement, est l'Ukraine. Je pense que vous devez avoir en tête Brzezinski, le célèbre auteur de la stratégie américaine de détachement de l'Ukraine de la Russie. Mais il faut savoir que Brzezinski, il ne fait pas simplement une fixette sur l'Ukraine. Pour lui, l'Ukraine, c'est un lien qui rattache la Russie à l'Europe. Et il considère que sans l'Ukraine, la Russie cesserait d'être une puissance globale et serait cantonnée à un rôle plus modeste de pays essentiellement asiatiques.
J'entends régulièrement ici ou là, mais oui, mais comment on a pu en arriver là? On s'est fâché avec tout le monde, avec tout l'Occident. Comment ça se fait? Et les Occidentaux qui en rajoutent, mais oui, en fait, vous en faites trop, l'OTAN c'est rien du tout, on fait juste des trucs ensemble, c'est pas contre vous, arrêtez et tout. En fait, ceux qui croient à ça, ils ont très mal bossé à l'école, quoi. Ils ont très mal bossé l'histoire. De tout temps, les relations entre l'Occident et la Russie ont été compliquées. On dit que les temps changent, mais c'est archi faux en fait. Les temps restent toujours pareils. Ce n'est pas parce qu'on voyage aujourd'hui en avion et pas en calèche que ça change quoi que ce soit à la nature des rapports entre États et à la géographie d'ailleurs. Napoléon n'a jamais pu se défaire, par exemple, de la hantise de la puissance russe. Il dira à Sainte-Hélène, le sceptre de l'Europe passerait infailliblement entre les mains d'un tsar si l'on ne parvenait pas à rejeter les Russes au-delà du Borysthène, c'est le nom antique du Dniepr. Et pareil, on est ici en Crimée, mais est-ce que vous savez quelle a été la rhétorique européenne à la veille de la guerre de Crimée de 1853 ? Les Anglais disaient que les tsars voulaient ramasser et diriger les énergies morales et physiques de millions d'âmes dans le seul but de restreindre et de fausser la civilisation européenne. Ils disaient vouloir rejeter l'État russe une fois pour toutes dans les limites assignées par l'histoire et la nature. Ils voulaient rejeter, refouler la nation russe vers ce continent asiatique d'où elle n'aurait jamais dû sortir à leur avis. Le comte de Rezet, diplomate français, disait à un de ses homologues russes « Vous n'êtes pas une puissance européenne, vous ne devez pas l'être et vous ne le serez jamais. Le gouvernement connaît très bien vos points faibles, la Finlande, les provinces baltes, la Crimée et la Pologne, ceux précisément par lesquels vous tenez à l'Europe. Si on vous les enlève, de même, vous coulerez vers l'Orient. Dites-moi exactement ce qui a changé. » Prenons Dostoïevski, qui en 1871 est à Dresde, en Allemagne, et écrit à sa nièce « Les froids ici sont terribles, atteignant 20 degrés, et même maintenant, on gèle, notre appartement est froid, les cheminées ici n'ont pas de volets, et les Allemands préféraient geler plutôt que de s'inspirer des cheminées russes. La Russie est détestée ici. » Donc, j'espère que vous aurez ça à l'esprit la prochaine fois que quelqu'un vous fera le coup des temps qui changent. Il faut arrêter de s'illusionner sur le fait que nous sommes en train de vivre des temps exceptionnels. Certes, c'est peut-être exceptionnel pour un homme, mais à l'échelle de l'histoire, c'est parfaitement banal. Au lendemain de la Révolution d'octobre, toutes les puissances européennes se sont précipitées pour profiter de ce grand bouleversement pour réduire à l'impuissance la nation avec laquelle ils n'avaient jamais aimé compter. Et l'exact pareil s'est produit au lendemain de la chute de l'Union soviétique. L'acharnement occidental, auquel on insiste aujourd'hui, n'a rien à voir contre le désir de l'Occident de maintenir l'intégrité territoriale ukrainienne. Il ne faut pas se leurrer. En fait, en réglant la question ukrainienne, la Russie sauterait une énorme épine du pied, épine qui a été plantée par l'Occident, et elle se dégagerait des marges pour pouvoir agir plus efficacement ailleurs, en Asie ou en Afrique. Les sanctions économiques, c'est quoi ? Ce n'est pas parce que les Européens veulent faire un geste de solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. C'est simplement de la concurrence déloyale. Et donc, il faut constamment avoir ça à l'esprit. Il faut arrêter de raconter aux gens qu'on vit dans un monde de bisounours. La politique internationale, la géopolitique, est guidée uniquement par des intérêts qui sont froids et dénués de toute émotion. Du coup, quand je vous écoute et que je regarde un peu ce qui se passe, il y a une question qui me vient à l'esprit, c'est est-ce que les Occidentaux en Russie, c'est définitivement terminé, over, comme diraient les Américains ? Oh, je vais peut-être vous surprendre, mais en fait, il y a une recrudescence
des demandes d'installation en Russie de la part d'Européens. Sans être théâtral, je pense qu'on peut parfaitement affirmer que ce à quoi on est en train d'assister va beaucoup au-delà, beaucoup plus loin en fait, que le simple affrontement entre Russes et Ukrainiens. Il s'agit d'un conflit de valeurs, voire de civilisation. Et tous ceux en Europe qui sont nombreux et qui sont partisans des valeurs traditionnelles, qui y sont attachés, valeurs dont la Russie est aujourd'hui la gardienne et la championne, pensent à déménager en Russie de plus en plus sérieusement. Ils se disaient peut-être que cette politique des nouvelles valeurs qui est imposée en Occident serait passagère. Ils se disaient peut-être que c'était compliqué techniquement de déménager. C'est jamais simple de quitter son pays pour aller ailleurs. Mais aujourd'hui, c'est le moment ou jamais. C'est le moment de faire le choix. Si dans les années 2000, déménager en Russie signifiait la quasi-certitude de trouver un emploi, voire de devenir riche si on y mettait les moyens intellectuels, aujourd'hui, la situation est plus compliquée. En 20 ans, l'économie russe s'est remplie d'un certain secteur, voire saturée. Elle est saturée. Et les niches disponibles pour les Occidentaux sont de moins en moins nombreuses. Il y en a toujours, mais pour les trouver et pour les occuper, c'est beaucoup plus compliqué. Aujourd'hui, déménager en Russie, c'est avant tout un investissement dans l'avenir de ses enfants. Il est vrai que l'étranger, la présence de l'étranger est de moins en moins prégnante dans certains secteurs de l'économie. Par exemple, les entreprises étrangères représentent seulement 3% des emplois directs et impactent indirectement un peu moins de 10% du total des emplois. Et à peu près 90% des Russes ne travaillent pas avec le monde extérieur, en lien avec le monde extérieur. Mais justement, en pensant en ces enfants, il y a beaucoup d'Européens qui réfléchissent de plus en plus à s'installer en Russie. Ils se disent que pour eux, c'est l'assurance de vivre dans une communauté qui est unie, qui est soudée par des valeurs traditionnelles. Et c'est également la possibilité d'avoir l'accès à une civilisation multiséculaire au croisement de l'Europe et de l'Asie. En fait, quand on vous écoute, on se dit, d'accord, très bien, les Russes résistent, et en même temps, est-ce qu'ils sont isolés? Alors, ma question, elle est simple. Quels sont vos alliés aujourd'hui à travers le monde? À la base de toute alliance, il y a une convergence d'intérêts. Et du moment que notre intérêt, c'est d'empêcher les Américains d'asseoir leur domination sur nous, forcément, il faut chercher des alliés parmi les pays qui partagent les mêmes intérêts. Et le noyau dur de ces alliés est représenté par nos partenaires au sein des BRICS, c'est-à-dire le Brésil, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Et je vous rappelle que cette union a pour vocation de s'élargir aux autres pays qui ont déjà manifesté un intérêt de la rejoindre, comme l'Argentine, l'Égypte, la Turquie, l'Arabie Saoudite ou l'Iran. Sinon, le deuxième sommet Russie-Afrique est programmé pour 2023 à Saint-Pétersbourg. Et en fait, j'ai l'impression qu'on n'a jamais été aussi intensément engagé dans des contacts extérieurs que depuis que l'Occident nous a promis une isolation. Alors ça, c'est répondu. Ça me permet d'aller sur une question beaucoup plus délicate. En effet, dès le début de la thèse sur la forte présence de mouvements nazis en Ukraine a été beaucoup mise en avant dans le récit russe pour justifier ce que vous appelez de votre côté l'opération spéciale, et la dénazification a même été fixée par Vladimir Poutine comme l'un de ses objectifs. Et j'aimerais vraiment qu'on en parle, parce que c'est quelque chose qu'on a du mal à comprendre d'un point de vue européen et français. Car en effet, en Occident, cet argument est totalement inaudible, pour le coup, il faut le dire, et quelque part, il décrédibilise l'entreprise d'explication. Pourquoi insister autant là-dessus ? Je comprends très bien pourquoi l'argument sur les nazis en Ukraine a du mal à passer en Occident. En fait, le mot nazi ne veut plus rien dire chez vous. Il a été progressivement vidé de son sens. Et ça s'est passé en 2 étapes. Première étape,
le mot nazi, le terme nazi, a été amalgamé avec la droite souverainiste. Pour vous, Marine Le Pen, c'est une nazie, Éric Zemmour, c'est un nazi, CNews est une chaîne nazie. Vous-même, vous vous faites traiter de nazi de temps en temps sur les réseaux. Si on ne veut pas régulariser tous les immigrés d'un coup, on est un nazi. Si on veut mettre un peu d'ordre dans les rues, on est un nazi. Vous voyez, pour nous, être un nazi, c'est par exemple faire des processions au flambeau en l'honneur d'acolytes d'Hitler, c'est se tatouer une croix gammée, c'est se revendiquer de certaines unités SS ou éventuellement assassiner des Russes parce qu'on les considère comme étant une sous-ethnie. Et deuxième étape, le mot nazi. Le mot nazi est aujourd'hui utilisé à tort et à travers. On traiterait quelqu'un de nazi comme on le traiterait de connard. C'est pour ça, quand on vous dit il y a des nazis en Ukraine, pour vous, ça veut dire des Ukrainiens sont des nazis. Certes, les nazis sont des connards, mais pas que. C'est plus que ça. Et c'est pire que ça. Et en fait, personne ne conteste. Je sais que certains essaient de ne pas trop s'engager là-dessus parce que ça gêne, mais personne ne conteste qu'en Ukraine, il y a une longue tradition de sympathie pour les courants nazis et néo-nazis. En quoi ça consiste ? Déjà, le référent politique est Stepan Bandera, qui a été un compagnon de route de Hitler. De deux, il y a un révisionnisme historique, c'est-à-dire que dans les manuels d'histoire, justement, c'est Bandera qui est exalté et non les Alliés. Tout ce qui a rapport avec la Seconde Guerre mondiale, on a tendance à un petit peu l'oublier. Les dates mémorielles en lien avec cette guerre n'en sont pas célébrées. Les monuments aux héros de cette guerre sont démantelés. Et troisièmement, les symboles nazis, comme les emblèmes des différentes unités SS et autres croix gammées, sont banalisés, notamment dans les tatouages. Et vous remarquerez, je vais y arriver, entre autres, que les membres étrangers de la fameuse Légion étrangère ou Légion internationale de défense de l'Ukraine ont été pour la plupart issus de groupuscules néo-nazis d'Europe et d'Amérique latine. En fait, il faut savoir que le néonazisme ukrainien est moins antisémite qu'anti-russe. D'où les alliances contre nature avec certains politiques et certains oligarques qui ont financé ou protégé d'authentiques néo-nazis pour le coup. Et tout le mouvement néo-nazi contemporain s'est constitué en Ukraine en 2014 par opposition à tout ce qui était russe en fait et à tout ce qui était associé à la Russie, c'est-à-dire la langue, l'histoire, la culture. Non mais ok, très bien. Bon, j'entends... il y a des nazis en Ukraine. Je pense d'ailleurs que beaucoup de journalistes aujourd'hui, Le Figaro, Marianne, ont pu en parler. Mais ça représente malgré tout une toute petite fraction des Ukrainiens. Est-ce que cela peut justifier l'invasion ? On dit d'ailleurs en France justement, et il y a eu beaucoup de reportages qui ont été faits à ce sujet par certains médias, que les éléments les plus radicaux ont été purgés du bataillon, notamment maintenant du régiment Azov, par exemple. Le fait que, il y avait des nazis avant, mais ils sont mineurs, et en plus, ça a été purgé. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Le bataillon Azov n'a pas le monopole du néonazisme. C'est simplement le bataillon qui a été le plus médiatisé. En fait, il y en a d'autres. Il y a par exemple le bataillon Haïdar, dont on a déjà parlé, dont l'ex-commandant a accueilli BHL à Odessa. Il y a le bataillon Donbass. Pour le coup, leur emblème représente l'aigle nazi inversé, stylisé comme un trident, avec des ailes à moitié repliées. Il y a aussi, par exemple, la garde nationale ukrainienne qui a été créée par la transformation de troupes internes en Ukraine en 2014. Et cette garde nationale fait partie du système du ministère de l'Intérieur. Si vous regardez bien le patch sur la manche d'un soldat de la garde nationale ukrainienne, vous verrez qu'il ressemble étrangement à une croix gammée, une petite croix gammée tout en bas. Sinon, il y a le parti ultranationaliste, le secteur droit, qui a été formé par...
Pravý sektor, qui a été formé par la fusion de plusieurs mouvements ultranationalistes comme Trizoub, Assemblée nationale ukrainienne, autodéfense ukrainienne, Patriotes d'Ukraine, Assemblée sociale nationale et le SITCH. Et c'est par exemple les membres de ce parti, de ce mouvement, qui ont participé à une action qui a consisté à brûler vifs des gens dans la maison de syndicat à Odessa, et pas simplement des gens, pas n'importe quels gens, c'était des opposants au coup d'État en Ukraine en 2014. Et c'est un parti qui est parfaitement autorisé, toléré, et dont les activités sont considérées comme étant parfaitement légales. Vous dites qu'il s'agit d'une toute petite minorité, mais déjà, si je puis me permettre, c'est une affirmation gratuite, puisque personne n'a fait vraiment de sondage là-dessus. En tout cas, pas que je sache. De deux, il y a déjà les membres de toutes ces organisations et mouvements que j'ai listés. Il y a les membres de leur famille qui partagent forcément la même idéologie. Il y a leurs enfants qui sont élevés exactement dans le même esprit, dans la même idéologie. Tous les ans, la procession au flambeau en l'honneur de Bandera réunit des milliers de personnes à travers tout le pays, y compris dans la capitale. Et ce qui est encore plus grave, c'est que les activités de toutes ces organisations sont tolérées par l'État, cautionnées par l'État, et certaines d'entre elles sont même intégrées dans l'appareil étatique. Vous savez, il fut un temps où des nazis étaient traqués individuellement, et où la moindre groupuscule néo-nazi ou nazi était immédiatement démantelé et très sévèrement réprimé. Donc je me demande ce qu'il faut faire. Est-ce qu'il faut attendre que ça grandisse, que ça se solidifie, que ça se consolide? Si c'est ça la réponse, alors non merci, on a déjà attendu une fois. Ça nous a coûté 27 millions de vies. Voilà, on est vaccinés. Quel est le critère, en fait, qui détermine qu'une action est justifiée? Quelle proportion doit atteindre le nazisme dans un pays donné pour justifier une action? Ça pourrait être un sujet du bac. Est-ce que c'est le nombre des sympathisants? Est-ce que c'est le nombre de victimes? Est-ce que 3000 nazis, c'est OK? Est-ce que 3500 nazis, c'est plus problématique? C'est pas sérieux. Justement, on pourrait vous dire qu'en parlant d'Hitler, un parallèle est souvent dressé entre lui et Joseph Staline. Qu'est-ce que cela vous inspire? Parce que Staline, aujourd'hui, est une figure réhabilitée complètement au sein de la Fédération de Russie. Hitler a asservi l'Europe. Et Staline l'a libérée. Et c'est tout ce qu'il vous faut savoir sur Staline. Et vous serez gentil de nous laisser régler nos différends sur son héritage entre nous. Je n'ai pas le souvenir que les Français aient eu à pâtir de quelconque manière que ce soit des actions de Staline. Au contraire. Et sinon, vous savez, Napoléon disait de Clovis au comité de salut public, j'assume tout, je me sens solidaire de tout. Et moi, pareil, j'assume toute l'histoire de la Russie, je me sens solidaire de toute l'histoire de la Russie. En parlant de gens qui assument, ça me fait penser à Emmanuel Macron à Versailles. Je pense que c'était la première année de sa mandature en 2017 ou 2018. Il avait reçu Vladimir Poutine justement au palais, exactement. Et il s'était attaqué à RT France et à Sputnik en condamnant la propagande de la part de la Russie. En fait, à chaque fois qu'en France, on voit un Russe, on se dit que dans le fond, c'est un agent du KGB, du FSB, que c'est un propagandiste, que dès que quelqu'un assène une vérité, peut-être que des gens se disent, qu'en vous écoutant depuis le début, vous faites de la propagande. Oh, sans doute. Est-ce que vous l'assumez ou est-ce que vous pensez que tout cela est utilisé uniquement pour vous décrédibiliser? Vous savez, tout le monde fait de la propagande. Et les Occidentaux les premiers. Toute cette campagne médiatique anti-russe, que ce soit dans les journaux, sur les plateaux télé, dans toutes les enceintes politiques, c'est de la propagande. Les actions consistant à ramper dans du ketchup sur toutes les places centrales de toutes les capitales européennes, c'est de la propagande. Mais le secret d'une propagande efficace, c'est d'être discrète et de se donner du temps.
en fait. Et c'est ça, les deux éléments qui manquent aujourd'hui à la propagande occidentale. C'est-à-dire que ceux qui sont son cerveau sont dans la précipitation, ce qui fait qu'ils misent sur la quantité au détriment de la qualité, et ils ne sont pas subtils, en fait. La politique de double standard nuit énormément à la propagande occidentale. Si, à la limite, vous rempliez dans du ketchup pour, à chaque fois qu'il y a une injustice ou un conflit quelque part dans le monde, on vous aurait au moins reconnu votre cohérence. Mais moi, j'ai pas personnellement de souvenir que quelqu'un ait rampé dans du ketchup pour l'Irak, la Libye ou la Syrie. Vous savez, lorsque les Russes moyens regardent la télévision française ou la télévision russe et voient des politiques occidentaux, le regard dément, la bave aux lèvres, hurler comme des malades qu'il faut un bûcher pour la littérature russe, il va à l'église prier pour la santé du président Poutine. Récemment, on m'a envoyé un extrait de BFM dans lequel l'animateur et les invités, les experts, étaient en train de se moquer d'un député russe qui avait proposé de bombarder un port stratégique aux Pays-Bas où était raffiné 40% du pétrole brut européen. Et je me suis demandé, est-ce que ces gens-là se rendent seulement compte à quel point leurs responsables et les interventions des politiques occidentaux sont 1000 fois plus lunaires. Les responsables occidentaux qui appellent le plus sérieusement du monde à ne pas se laver ou à ne se laver que certaines parties du corps pour économiser de l'énergie, à ne pas mettre la clim en été et le chauffage en hiver, à aller faire des formations de collecte de bois pour se chauffer en hiver, je peux vous dire que les gens ici, ils hallucinent. Hein. Ils pensent que chez vous, c'est l'asile psychiatrique à ciel ouvert. L'art, en fait, est un excellent vecteur de la propagande, vraiment excellentissime. Moi, je suis très attentive aux séries et aux films français. Je suis admirative de l'œuvre cinématographique française en général, mais dès qu'il s'agit de la Russie, dans le scénario, je suis d'autant plus attentive que j'essaie de décrypter le message qui est envoyé pour justement comprendre sous quel angle les Russes sont présentés. Et étonnamment, le message n'est pas toujours aussi négatif qu'on pourrait le penser. Par exemple, dans Le Bureau des légendes, la série française que j'ai adorée personnellement, le français dupe le russe, qui pourtant en a vu d'autres, qui est obligé de trahir, qui donc part avec lui en France, mais ne supporte pas le déshonneur. Il s'assure que sa famille ait les papiers français et la protection des services français. Ensuite, il se défenestre. Désolée de spoiler, pour ceux qui n'ont pas regardé. Et il se venge d'outre-tombe. Le Russe ne supporte pas d'avoir trahi son pays. C'est un très bon exemple. Et en même temps, la France est gagnante malgré tout dans cette série, je tiens à le souligner. Ça m'amène justement à une question. Les Français, d'ailleurs, peu importe qu'ils soient pro-russes, anti-russes ou pas, ont du mal à comprendre l'esprit russe. Ils voient aujourd'hui Vladimir Poutine, très bien, ils voient la politique, mais ils se demandent si les Russes soutiennent aujourd'hui cette politique. Beaucoup de choses sont dites justement à ce sujet. C'est un grand peuple, près de 150 millions d'âmes. Et dans le fond, d'ailleurs, on se dit que c'est ce qui va compter, la résilience de ce peuple. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire sur l'état d'esprit des Russes aujourd'hui? Et est-ce que, d'ailleurs, ça c'est une aparté, mais vous avez une forme d'humilité sur la façon de considérer cet état d'esprit? Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit qui dit le souvenir des origines glorieuses de la nation, russe en l'occurrence, n'a jamais disparu, ni dans l'esprit réaliste des élites, ni dans le subconscient de l'âme populaire. Et c'est tellement vrai en fait. Aujourd'hui, il y a plusieurs catégories de Russes. 3 en fait.
Il y a ceux qui sont archi pour l'opération spéciale, qui s'habillent avec des vêtements avec le fameux Z de la victoire dessus. Il y a certains Russes qui ne sont pas aussi catégoriques, mais qui ne posent pas de questions parce que ça ne se fait pas de critiquer son pays en temps de conflit. Et il y a des Russes qui sont contre, qui désapprouvent, forcément. Et parmi cette troisième catégorie, il y a des artistes, des gens célèbres. Par exemple, là, récemment, il y a eu un groupe de rock très connu et qui est là depuis longtemps, qui est bien installé dans le paysage musical russe, qui devait se produire, en fait, pendant la Super Coupe de football de Russie à Saint-Pétersbourg devant 70 000 spectateurs. Or, certains membres de ce groupe s'étaient prononcés contre l'opération spéciale de façon parfois assez violente. Et les supporters les ont chassés du stade au cri de « cassez-vous les bâtards ». Sinon, autre exemple, un autre groupe musical qui a connu le succès assez récemment, mais un succès quand même assez prononcé, a carrément déménagé aux États-Unis parce que en désaccord avec l'opération spéciale, mais ce groupe a voulu maintenir sa tournée d'été en Russie. Ils n'ont pas pu, parce que les gens n'achetaient pas les billets. D'accord, les gars se sont dit, pas de souci, on va se rattraper grâce à nos concerts en Amérique. Pas de bol, personne n'allait acheter les billets, parce que la communauté russe qui vit en Amérique est très patriote, et personne n'aime les traîtres, en fait. D'un autre côté, il y a une explosion au niveau de la composition des morceaux patriotiques. Nous avons une tradition musicale qui est ancienne et la musique est très importante dans notre code culturel. Et c'est ainsi, par exemple, que pendant la Seconde Guerre mondiale, il y a eu beaucoup de chansons qui ont été écrites. C'est ainsi qu'il y a cette tradition d'aller chanter dans des hôpitaux pour des blessés de guerre. Et notamment, là, cette tradition, elle est complètement perpétuée. La musique en général, c'est important pour connaître une ethnie, un peuple. Vous pouvez demander à n'importe quel ethnographe, il vous dira toute l'importance d'apprendre les chants et les musiques d'un peuple pour l'étudier. Et là, pour le coup, les chansons écrites par les artistes du Donbass avant l'opération spéciale sont extrêmement explicites et très touchantes pour quiconque a un cœur. Elles parlent de la résistance, elles parlent de la foi en la Russie pour accompagner les peuples du Donbass dans leur lutte contre l'oppresseur ukrainien. Ils les expriment la joie de ces populations de pouvoir un jour revenir dans le giron de la Russie. Et depuis le 24 février, en fait, c'est une explosion, c'est une cascade de musique patriotique qui assume et qui proclame la fierté d'être russe, la fierté nationale, le patriotisme. C'est vrai qu'en effet, il y a eu par exemple, il me semble, on l'a écouté parce qu'en ce moment on est en Crimée, ce chant qui a été fait sur le pont de Crimée, qui est très impressionnant. Également Shaman aussi, un nouveau chanteur. On a assisté à un de ces festivals, justement le Toré d'Art. Nos éditeurs verront bientôt un reportage à ce sujet, où finalement le refrain c'est « Je suis fier d'être russe ». On voit qu'en fait, d'une certaine façon, les chanteurs russes se disent, par conviction ou pas, que de toute façon, l'air est au patriotisme. Donc c'est intéressant de voir ça en effet. N'empêche, certains Russes aujourd'hui, il faut le dire, il y a des reportages sur BFM TV ou ailleurs à ce sujet, ont fait le choix de quitter la Russie suite à ce que vous appelez l'opération spéciale. Oui, effectivement, il y a des gens qui partent, qui sont partis, et bon, c'est leur choix, que je ne comprends pas d'ailleurs, parce que sincèrement, en termes de niveau de vie, la Russie est beaucoup plus avancée que l'Europe. L'Europe, en fait, est à des années-lumière de la Russie. Vous voyez, j'ai vécu les 7 dernières années en Europe, d'abord aux Pays-Bas et ensuite en France, et je peux vous dire que rien que de pouvoir manger dans un restaurant toute la journée et pas entre midi et 15h et entre 19h et minuit, ça vous change la vie.
Et les magasins, par exemple, fermés le week-end, c'est l'âge de pierre pour moi. Pareil, le virement instantané, ça commence tout juste chez vous, alors que chez nous, ça fait des années que ça existe. Et je me souviens très bien, en France, pour pouvoir faire un virement même de 10 €, j'avais besoin du RIB, de machin. Ça mettait 36 ans à arriver, alors qu'ici, il me suffit juste d'avoir le numéro de téléphone de la personne et elle est créditée instantanément. Au niveau de la sécurité, pareil, je faisais hyper gaffe à ce que je mettais, à ne pas mettre des jupes trop courtes ou des robes trop décolletées pour ne pas me faire embêter dans la rue. Ici, ce facteur n'entre même pas en considération quand je sors. Je mets ce que j'ai envie de mettre. Pareil, le métro. Ici, il est propre, il est climatisé, il est complètement sécure. Voilà, vraiment, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Mais je conviens qu'il faut peut-être avoir vécu à l'étranger pour pouvoir faire la comparaison. Et d'ailleurs, il y a certains de mes compatriotes qui sont partis et qui reviennent parce que, ils s'attendaient à être accueillis les bras ouverts. Et en fait, ils s'en sont pris plein la gueule. Mais bon, bref, les gens partent s'ils veulent. Mais il y a une catégorie particulière de personnes qui ne se contentent pas simplement de partir, mais qui mettent leur départ en spectacle. Et très souvent, c'est des gens qui appartiennent à ce qu'on appelle le système, donc c'est des fonctionnaires ou des professeurs ou des journalistes, et qui sont dans une admiration béate devant l'Occident, en fait, et dans un mépris total vis-à-vis de tout ce qui est russe. Leur départ n'a rien à voir, mais rien à voir avec leurs convictions, parce que si ça avait été le cas, ils seraient partis beaucoup plus tôt, et discrètement. Mais non. En fait, ça leur fait une peur bleue de ne plus pouvoir s'acheter un jour un iPhone ou un t-shirt Zara ou un rouge à lèvres à Sephora. Ils sont dans cette logique surannée que tout ce qui provient de l'Occident, c'est prestigieux. Que l'Occident, c'est l'opulence, c'est le prestige, c'est le confort. Et que, à l'inverse, tout ce qui est russe, c'est à mépriser. Donc ça les tuerait de rouler dans une voiture russe. Vu tout ce qui est russe les dégoûte, la simple idée de devoir passer leurs vacances à Sochi ou à Gelendzhik plutôt qu'à Nice ou à Rome, ça les aborde en fait. Le seul problème de ces gens-là, c'est comment survivre une fois à l'étranger, parce qu'ils n'ont rien à proposer au niveau des compétences, il faut être clair. Et la réponse, elle est très simple. La seule solution, c'est de parasiter sur le dos des contribuables européens. Et c'est pour ça qu'ils mettent leur départ en spectacle, en fait. Parce qu'ils se disent, comme on est du système, comme on connaît le système de l'intérieur, forcément, les Occidentaux vont vouloir nous récupérer et nous mettre au centre de leur machine de propagande, se servir de nous en tant que pièce maîtresse de cette entreprise de propagande anti-russe. Ainsi, ils font monter les enchères et ainsi, ils espèrent obtenir un train de vie convenable, voire exceptionnel. Et très régulièrement, effectivement, leur calcul s'avère juste. Je pense que l'opération spéciale a eu au moins le mérite de révéler ces gens-là et de les faire partir. C'est comme le mauvais sang. Il faut le laisser partir pour que l'organisme, après, se sente mieux. Et en réalité, ces gens sont très violents, extrêmement violents dans l'espace médiatique, parce que les rats, vous savez, ça les énerve que le navire ne coule pas. Quand ils réalisent que le confort pour lequel ils sont partis n'a pas disparu en Russie, que en fait, ils ont commis l'acte le plus grave qui existe, c'est-à-dire de trahir leur patrie sur la base d'une erreur de jugement, qu'en fait, ils ont fait tout ça pour rien, et ils deviennent enragés. Parce que c'est tout leur monde qui s'écroule. Ils deviennent fous. Ils refuseront toujours de voir la réalité parce que la réalité, ça les rendrait complètement
dingue. Tout leur équilibre psychologique repose sur l'hypothèse qu'en Russie, tout va mal, qu'il y a de la pauvreté qui est extrême, qu'il y a de la corruption, de l'alcoolisme partout, il y a des pénuries, que les gens souffrent, que c'est horrible, etc. Sinon, ils ne pourraient pas justifier leur trahison pour eux-mêmes. Donc, ils vont promouvoir cette hypothèse sur tous les réseaux sociaux et à tous les micros qui leur seront tendus. Mais tout en sachant, dans leur fort intérieur, que c'est faux, que ce n'est pas la réalité, mais peu importe. Il ne faut pas vous y tromper, ce n'est pas pour vous convaincre qu'ils diront tout ça, c'est pour se convaincre soi-même. C'est pour préserver leur équilibre mental, leur santé mentale en dépend. Comment, dans ce cas-là, vous expliquez que, de votre point de vue, bien sûr, qu'on ne lise que des choses négatives sur la Russie dans la presse occidentale? Bon, ça appartient au mystère non résolu de l'univers. Mais il faut savoir que ça n'a pas commencé récemment. Déjà en 1711, si je ne m'abuse pas, il y a eu une dépêche d'un diplomate russe qui vivait en France et qui donc écrivait dans cette dépêche, juste après la victoire de Pierre Ier dans la bataille de Poltava, qui a acté la perte par la Suède de son statut de grande puissance militaire. Donc il écrivait ici, à Paris, on ne veut même pas entendre parler de bonnes nouvelles venant de chez nous, elles ne sont pas admises dans la presse. Ce qui veut dire que la russophobie a toujours été inhérente à la presse occidentale. Après, je pense qu'il y a plusieurs facteurs qui jouent. La mauvaise image de la Russie a été façonnée pendant des siècles, en fait, depuis les tout premiers contacts de la Russie et de l'Occident, depuis que justement Pierre le Grand a ouvert sa fameuse fenêtre sur le ciel européen. Rappelez-vous de Custine et son ouvrage Le voyage en Russie en 1839, qui a été absolument applaudi dans toutes les capitales européennes, alors qu'il décrivait la Russie en tant que pays gouverné par la peur et la violence, un pays arriéré. Mais pourquoi ça a été applaudi? Parce que ça permettait aux élites occidentales de soulager leur complexe vis-à-vis de cette nation qui, après la victoire sur Napoléon, est devenue le gendarme de l'Europe. Quand on jalouse quelqu'un, on a tendance à lui imaginer les pires défauts et on est extrêmement content à chaque fois qu'on a des éléments qui tendent à prouver, à conforter notre hypothèse. Après, il y a eu la guerre froide et son lot de propagande anti-soviétique qui n'ont pas arrangé les choses. Il n'y avait que la dissidence qui avait droit de citer dans les médias et dans les salons parisiens. Et donc, c'est pour vous dire que c'est dans cette représentation de la Russie que baignent les journalistes occidentaux depuis tout petit. Et donc, il y a un certain nombre de repères qui se forment dans leur tête, même si ces repères sont complètement faux, n'ont rien à voir avec la réalité. Ensuite, ces repères se fortifient au cours de l'enseignement qui est extrêmement idéologisé et qui, à la sortie, donne un niveau de culture générale qui est très bas. Et puis, il faut le dire, l'éthique et la rigueur journalistique ont pris un sérieux coup ces dernières années. Les journalistes ne vérifient plus rien, ils ne sourcent plus rien, ils ne recoupent pas, ils ne creusent pas en profondeur. Et loin de moi l'idée de mettre tout le monde dans le même sac. Il y a des journalistes qui font leur boulot parfaitement dans le respect de la déontologie et de l'éthique journalistique, mais malheureusement, la tendance générale, elle correspond à celle que je viens décrire. Sinon, il y a des journalistes, on dirait, ils sont en mode croisade. Donc, ils mangent pas, ils boivent pas, ils dorment pas, ils chient sur la Russie toute la journée. C'est la seule chose qui les maintient en vie. Ils arrêtent et claquent direct. Vous leur demandez de faire un article sur un anniversaire d'un gosse de 5 ans. Il va commencer par « il est rare de vivre jusqu'à 5 ans dans une dictature ». Il y a d'ailleurs une blague à ce sujet. Et ça se passe dans un zoo parisien et un enfant tombe dans le bassin de crocodiles. Et donc il y a la maman qui est hyper inquiète et tout, elle crie, elle appelle au secours, et un garçon se jette dans le bassin et sauve l'enfant. Et la maman est contente, elle dit « Ah, vous êtes un brave Français, merci beaucoup ». Et le garçon lui répond « Non madame, je suis russe ». Titre des journaux le lendemain, « Barbare russe prive le crocodile de son déjeuner ». Donc Katia, comme je le disais au début de cet entretien, vous êtes diplomate. Et ça nous amène à un sujet, moi, qui aussi me passionne, c'est qu'on est dans un monde où on a l'impression qu'en fait,
Il y a ceux qui veulent à tout prix chercher le dialogue. Je pense au président Emmanuel Macron, qui n'a cessé d'appeler le président Vladimir Poutine pour trouver des options. Et il y a un autre monde, celui peut-être de la Chine, celui peut-être de la Russie, où la diplomatie n'a pas l'air, d'un point de vue occidental, d'avoir du sens. Qu'est-ce que vous, de votre côté, en tant que diplomate, vous pensez de la diplomatie telle qu'elle est pratiquée aujourd'hui ? La diplomatie, qu'est-ce que c'est ? C'est avant tout la maîtrise de la parole. C'est être un bon orateur, c'est avoir de l'humour, de la répartie, un esprit vif, une culture générale riche. C'est aussi savoir se taire quand il le faut. Mon anecdote préférée à ce sujet, d'ailleurs, c'est celle du Premier ministre britannique Lloyd George qui dit à Aristide Briand: vous, les Français, vous êtes bien vaniteux, prenez garde. De la vanité au ridicule, il n'y a qu'un pas. Et Aristide Briand lui répond: oui, le Pas-de-Calais. Vous voyez, waouh! Mais simplement, waouh, c'est élégant, c'est fin, c'est drôle et ça vous cloue le bec. Et c'est devant cette diplomatie-là que je suis en admiration. Diplomatie française. Et je pense que les titres de la noblesse de la diplomatie, ces titres de noblesse de la diplomatie, ce sont ceux que nous devons absolument retrouver. Sinon, au niveau du format, de la forme, forcément tout est à repenser en ce XXIe siècle. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Tout simplement le rôle des ambassades. Vous voyez ? Pourquoi, à l'origine, avait-on besoin d'avoir des gens sur place ? Parce qu'il n'y avait pas de téléphone. C'est bête, mais c'est comme ça. Pierre le Grand, il ne pouvait pas appeler Louis XIV, alors qu'Emmanuel Macron, vous l'avez dit, de son propre aveu, a passé plus de 100 heures au téléphone avec Vladimir Poutine depuis le début de l'opération spéciale en Ukraine. Voilà, même De Gaulle, il parlait aux ambassadeurs. Donc ça n'a pas cette tradition-là, vraiment de parler aux ambassadeurs, qui était à une époque le seul canal de communication entre le pays d'accueil et le pays d'origine. Elle n'a pas disparu il y a si longtemps que ça. De Gaulle, quand il avait une communication à faire à destination de l'Union soviétique, il n'appelait pas Brejnev, il convoquait Vinogradov, qui était son ambassadeur à Paris, à l'Élysée. Emmanuel Macron, il reçoit les ambassadeurs étrangers une seule fois, pour une raison protocolaire, la remise des lettres de créance. Mais bon, c'est pas lui qui a cassé la tradition, ça a été la même chose sous ses prédécesseurs. Et d'ailleurs, je parle de la France, je prends l'exemple français parce qu'on est sur une chaîne française, mais sinon, la tendance, elle est parfaitement la même partout ailleurs. Et donc, c'est fini, le temps où les ambassadeurs pouvaient former des coalitions, arrêter des guerres. Non, c'est fini. Plus besoin. Les dirigeants, ils se parlent entre eux. Donc, il faut trouver autre chose, parce que je suis intimement convaincue que la présence ambassadoriale, elle est importante, elle est nécessaire, on ne peut pas simplement l'éliminer. Sauf que une ambassade au XXIe siècle, c'est une ambassade qui remplit une mission de communication. Et un ambassadeur au XXIe siècle est quelqu'un qui est simplement un communicant. Ces interlocuteurs ne sont plus des employés des ministères, ce sont des journalistes, ce sont des publicistes, qu'est-ce que j'en sais, des acteurs, des réalisateurs, des influenceurs. D'ailleurs, lui-même, il doit devenir un influenceur pour le compte de son pays. On ne peut plus, en matière culturelle, se contenter d'organiser des expositions dans des centres culturels dont on sait qu'elles seront visitées par 3 mamies. Non, il faut voir plus grand. En matière de culture, une ambassade, ça doit agir comme une boîte de production pour les artistes de son pays, pour les promouvoir dans le pays d'accueil. Je veux dire, un récital de piano pour 20 copains à la résidence, c'est sympa et ça correspond parfaitement au canon de la diplomatie classique du 19e, sauf que ce format, il répondait à une époque où il y avait besoin de séduire une poignée d'aristos ou de notables et qu'on se foutait du reste du peuple, alors qu'il n'est plus du tout adapté aujourd'hui. Il faut louer Bercy, il faut louer Olympia, il faut organiser des concerts en plein air avec des artistes de son pays. Et par ailleurs, pour mesurer
justement l'efficacité des ambassades, je ferai des micro-trottoirs dans le pays d'accueil, tous les ans, en intervalles réguliers, pour savoir à quel point les gens sont informés du pays d'origine. C'est-à-dire que pour première année, vous leur posez la question et les gens sont incapables de citer une seule personnalité culturelle de ce pays. Et deuxième année, ils en citent 10 spontanément. Ça veut dire que l'ambassadeur, il a bien bossé. Et donc la formation des diplomates est à repenser entièrement. Il faut insister sur les cours, la formation au débat dans la langue du pays d'affectation, sur les cours oratoires, sur la gestion des crises et sur la culture générale, bien sûr. Un peu comme l'ambassadeur chinois nous a habitués en France, Lu Chai, qui a une façon de voir les choses très atypique. D'ailleurs, il y a un format russe vraiment typique, c'est le prank. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus ? Ah oui, effectivement, le prank, c'est une nouvelle méthode qui est au croisement de la diplomatie, de l'espionnage et oui, de la communication, quelque part. Et le prank, tel qu'il est pratiqué chez nous par deux garçons qui sont exceptionnels, ce sont des virtuoses en la matière, qui s'appellent Vovan et Lexus. Pourquoi j'y arrive en russe, j'y arrive pas en français? Comment c'est en russe? Vovan et Lexus. Et donc, ils sont absolument exceptionnels. Ils appellent donc les grands de ce monde, les puissants de ce monde, en se faisant passer par quelqu'un du sérail, ce qui met en confiance les interlocuteurs et qui donne à la sortie des éléments extrêmement intéressants, drôles, mais aussi instructifs. Par exemple, récemment, ils ont parlé au ministre britannique de la Défense, au ministre britannique de l'Intérieur, à George Bush fils, et George Bush fils a confirmé que les États-Unis finançaient les laboratoires biologiques en Ukraine. Le ministre de la Défense britannique a dit aussi des choses. Donc c'est vraiment intéressant. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne a même exigé que YouTube supprime le compte des prankeurs sous prétexte que tout ce qu'a dit le ministre de la Défense mettait en danger, soi-disant, la sécurité nationale britannique. Et il y a l'épisode d'Emmanuel Macron. Oui, absolument. Vous avez raison. Ils ont aussi parlé à un certain Emmanuel Macron juste après l'élection présidentielle ukrainienne en 2019, je crois, qui a porté au pouvoir Vladimir Zelensky. Comment ils ont fait pour contacter Emmanuel Macron? Ah, ils l'ont expliqué. C'est marrant parce que ça a beaucoup circulé sur les réseaux étrangers, mais en France, assez peu. Ils l'ont expliqué comment ils s'y sont pris. En fait, déjà pour connaître le numéro d'Emmanuel Macron, c'est pas compliqué. Hein. Il a gardé le même que quand il était ministre de l'économie. Donc tout le monde connaissait son numéro, tous les journalistes et tout. Donc ils l'ont récupéré. Et ensuite, il fallait prendre le contact, effectivement. Il se trouve que à la veille de l'élection présidentielle ukrainienne, il y a eu un contact réel entre le vrai Emmanuel Macron et le vrai Vladimir Zelensky, un contact très rapide. Et donc nos deux prankeurs se sont dit, c'est sûr, ils n'ont pas échangé leur 06. Donc on peut y aller. Et ils écrivent à Emmanuel Macron en se faisant passer pour Vladimir Zelensky, genre merci pour ce moment, restons en contact. Et Emmanuel Macron leur répond en leur souhaitant bonne chance, en pensant souhaiter bonne chance à Vladimir Zelensky pour l'élection présidentielle ukrainienne qui arrivait. Le jour de l'élection présidentielle, c'est lui-même, Emmanuel Macron, qui écrit à nos deux prankeurs alors comment ça se passe. Les prankeurs lui répondent ça se présente plutôt bien, je suis pratiquement sûr de l'emporter. Après la proclamation des résultats officiels qui ont révélé la victoire de Vladimir Zelensky, Emmanuel Macron appelle les prankeurs en pensant qu'il appelait Vladimir Zelensky pour le féliciter pour sa victoire. Je suis encore perdu sur le Vladimir et Volodymyr. Pourquoi Parce qu'en russe, c'est Vladimir. D'accord.
Et quand il était producteur, artiste, quand il jouait à un concours de jeunes, un concours d'humour en fait, il jouait dedans et il s'appelait Vladimir, donc je l'appelle Vladimir. Donc Zelensky aujourd'hui a souhaité se faire appeler Volodymyr. Tout le monde insiste sur Volodymyr parce que soi-disant c'est ukrainien, je veux bien, mais bon, nous on l'a connu en tant que Vladimir, donc on garde le même prénom. Hein. D'ailleurs, il parlait russe ou ukrainien au début, originellement ? Il a toujours parlé russe. Hein. Et d'ailleurs, de ce que j'en sais, il avait du mal avec l'ukrainien et il a dû même prendre un professeur pour apprendre à parler ukrainien alors qu'il était candidat à l'élection présidentielle ukrainienne parce que ça le mettait mal hein, de ne pas parler la langue du pays à la tête duquel il se présentait. On parlait tout à l'heure du Bureau des légendes. Donc, ce sont des séries à succès sur les espions, l'espionnage français, une série très bien que je recommande à nos auditeurs. Mais il y a un sujet un peu plus grave qui est que la Russie éliminerait les traîtres. On se rappelle de l'affaire Skripal, justement. Vous qui plaidez pour une diplomatie différente, est-ce que vous allez répondre sur cette question, de savoir est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, qu'est-ce que c'est que l'espionnage ? L'espionnage, déjà, ça consiste pour un pays à chercher à accéder aux informations protégées par un autre pays. Et donc, du coup, tout ce qui a un rapport avec cette activité d'espionnage est forcément confidentiel. Les noms d'agents, les méthodes, la nature des informations recherchées, etc. Et donc, les connaissances qui se rapportent à ce genre d'éléments sont extrêmement recherchées et ont une grande valeur autant pour le pays d'origine qui cherche à les protéger que pour tous les autres pays qui pratiquent l'activité d'espionnage. Et ce qui fait que les dépositaires de ces connaissances ont également une grande valeur, mais représentent aussi un grand danger si jamais les informations qu'ils détiennent sont révélées. Et c'est extrêmement important de comprendre la connexion entre ces deux éléments. Un espion ne représente en danger que lorsque les informations qu'il peut révéler, qu'il est susceptible de révéler, peuvent nuire à son pays d'origine. Si les informations qu'il possède ne peuvent pas nuire à son pays d'origine, il représente aucun danger, donc il n'y a aucune raison de l'éliminer. Pour ce qui est de l'affaire Skripal, lui, il a été arrêté en 2004 pour avoir espionné pour le compte des Britanniques. En 2008, il a été relâché. Il a fait partie d'un accord d'échange avec les Britanniques ou les Américains, je ne sais plus. Les Américains, je pense. Et nous l'avons laissé partir, s'installer à l'étranger, en Grande-Bretagne en l'occurrence. Donc, ce faisant, nous avons confirmé que nous étions sûrs qu'il ne possédait aucune information à ce moment-là qui pouvait nous nuire. Et en 2018, soi-disant, on a voulu l'éliminer à l'arme chimique. Là, il y a un problème, parce que ça faisait quand même au moins 14 ans qu'il n'avait aucun accès à aucune information confidentielle. Pourquoi engager ce genre de méthode ? Moi, je ne le vois pas, honnêtement. Mais je comprends parfaitement le scénario des Britanniques. Hein. Ils visaient trois objectifs. Déjà, se sortir du bourbier des négociations sur le Brexit en jouant sur l'accord de la solidarité européenne. Deuxièmement, essayer d'influencer les élections présidentielles qui se profilaient en Russie. Et troisièmement, faire capoter la Coupe du monde du football en Russie la même année. Et sur ces trois objectifs, on peut dire qu'un et demi a été rempli. Le premier, bien sûr, avec le Brexit et la solidarité européenne, mais le deuxième également, parce que effectivement, cette affaire Skripal a influencé les électeurs russes, mais pas dans le sens espéré par les Britanniques, mais dans le sens inverse. J'ai, moi, personnellement, dans mon entourage proche, des gens qui soit ne voulaient pas voter, qui étaient des abstentionnistes, ou qui s'apprêtaient, pour les plus âgés, à voter communiste, mais qui sont allés voter et ont voté Poutine en me disant on va voter Poutine à cause de cette affaire Skripal. Il y a un cas aussi très intéressant. Je n'arrive pas à obtenir de réponse d'ailleurs.
il y a un expert aujourd'hui, sur LCI notamment, qui est mis en avant. Quelqu'un qui est vu comme l'expert, le spécialiste de la Russie, tout en plaidant son passé d'espion du KGB, donc son passé de menteur d'un point de vue occidental. Cette personne, c'est Girnov. Et on aimerait avoir un peu l'avis aussi des Russes sur ce personnage atypique que mettent en avant aujourd'hui des médias. Il a fait la une du Figaro Magazine également. Il a l'air utilisé, ou en tout cas il profite de ce qu'il dit, où il critique énormément Vladimir Poutine, énormément la Russie, etc., sans aucune contradiction, alors que dans le même temps, on explique que justement, il est formé à la même école que Vladimir Poutine, et donc que ce que les Occidentaux expliquent, l'école du mensonge, de la fake news, etc. Qu'est-ce que vous pensez justement de ce personnage de Girnov ? Déjà, rappelez-vous ce que j'ai dit tout à l'heure sur des gens qui partaient en mettant leur départ en scène. C'est important. Et deuxièmement, sur Girnov, j'ai pas vraiment beaucoup écouté ses interventions, je dois vous avouer. Et c'est hyper snob ce que je vais dire là. Mais j'ai du mal lorsque le français est mal parlé, c'est-à-dire avec un mauvais accent. Je pense que ça date de l'époque où moi-même, j'apprenais le français et j'écoutais beaucoup de programmes françaises pour prendre l'accent français. Et j'avais peur, peut-être que c'est stupide, que si j'écoutais quelqu'un mal parler français, j'allais prendre ce mauvais accent. Mais comme je suis curieuse, j'ai acheté son bouquin et je l'ai lu. Et je l'ai trouvé extrêmement instructif à 2 égards. Déjà, je n'ai aucun moyen de savoir si ce qu'il dit sur son appartenance au KGB est vrai ou faux. Vraiment, aucune idée. Donc, impossible. Je ne me prononce pas là-dessus. Mais ce qu'il écrit dans son livre, en fait, ça peut servir, son profil qu'il décrit dans son livre, puisque c'est une autobiographie, est exactement le profil qui peut servir d'anti-modèle à tous les services du monde entier. C'est-à-dire que c'est exactement le profil de celui qu'il ne faut surtout pas recruter. Il explique que depuis tout petit, son plus grand rêve, son obsession, c'était de partir à l'étranger. Il s'est engagé au KGB pour pouvoir partir à l'étranger un jour. Pas pour servir son pays, pas pour le protéger des menaces extérieures, même pas pour le romantisme qui est le prisme avec lequel le métier d'espion est perçu souvent dans l'imaginaire collectif, pas pour s'élever dans l'échelle sociale. Non, le gars, il voulait juste se barrer. Et là, ça a dû être éliminatoire pour le coup. Parce que si la seule motivation du mec est de se barrer, il y a de fortes chances qu'un jour il se barre définitivement. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Et sinon, lui, j'ai remarqué en lisant son livre qu'il a une tendance très prononcée à surinterpréter les non-événements pour souligner le caractère exceptionnel de son destin. C'est-à-dire que lui, il va à la boulangerie, il y a un orage, et il pense que c'est pour lui. Voilà. On va parler d'un sujet un peu plus délicat. Vous avez travaillé au bureau du procureur de la Cour pénale internationale. Je le disais au début de cet entretien, vous connaissez donc comment fonctionne justement cette CPI de l'intérieur. Et il s'avère qu'elle est très active aujourd'hui en Ukraine. Elle y mène des investigations en vue de traduire en justice les responsables des crimes de guerre qui ont été commis et sur lesquels aussi la Russie se voit accusée. Est-ce que vous faites confiance à la justice pénale internationale pour faire ce travail? Et est-ce que, honnêtement, la Russie envisage la création de son propre tribunal international pour juger les crimes commis en Ukraine? Et même, est-ce que vous en reconnaissez certains? Pour répondre à la première question, de savoir si je fais confiance à la justice pénale internationale, ça dépend pourquoi faire. Je suis confiante qu'elle est capable de remplir certains objectifs. Mais justement, pour l'avoir pratiquée, je ne pense pas que, telle qu'elle est aujourd'hui, la justice pénale internationale ait pour objectif la justice.
Pour ce qui est de la CPI, c'est une cour qui a une légitimité toute relative. Ni la Russie, ni les États-Unis, ni la Chine, ni Israël, ni l'Inde n'en font partie. D'ailleurs, quand il y a eu l'éventualité que les Américains pourraient être inculpés pour des crimes de guerre commis en Afghanistan, les Américains ont trouvé une solution très simple et très à l'américaine. Ils ont adopté une loi qui s'appelle The Hague Invasion Act, c'est-à-dire l'acte portant invasion de La Haye, qui leur permet officiellement d'attaquer La Haye, qui est le siège de la CPI, au cas où ça se produirait. Sinon, la CPI a une réputation à reconstruire parce que les 20 premières années de son fonctionnement ont été un désastre, un simulacre de la justice. Il y a deux manières de faire la justice pénale internationale, de rendre la justice pénale internationale. La première, c'est de créer des tribunaux sur mesure, comme celui pour l'ex-Yougoslavie ou pour le Rwanda. Leur compétence est limitée dans l'espace et dans le temps. Et la deuxième manière, c'est justement celle qui a été adoptée pour la CPI, c'est de créer une cour permanente qui a une compétence pour tout et n'importe quoi, n'importe où. Mais le concept a été vicié de l'origine, en fait. Pourquoi ? Parce que la Cour pénale internationale a compétence de juger les crimes les plus graves qui existent, c'est-à-dire le crime contre l'humanité, le génocide, les crimes de guerre et le crime d'agression. Or, tous ces crimes, et heureusement d'ailleurs, ne sont pas commis tous les jours, ni tous les mois, ni tous les ans. Ce qui fait que soit la Cour est condamnée de rester inactive, tout en percevant des budgets quand même assez conséquents, soit, ceci est encore plus grave, elle est condamnée à tirer par des cheveux certains dossiers pour à la fois s'occuper et justifier son existence auprès des États membres de la Cour qui sont par ailleurs des contributeurs au budget. Parce qu'il faut savoir que la France, entre autres, paye des millions d'euros tous les ans au budget de la CPI. Et d'ailleurs, je vais vous raconter une anecdote très parlante, vous allez tout comprendre très vite. En fait, l'un des dossiers les plus gros traités à la CPI, c'est le dossier du génocide soudanais. Et il y a assez longtemps, je ne me souviens plus de l'année, 2 mandats d'arrêt ont été émis contre le président du Soudan, Omar al-Bashir, par rapport à ce génocide. Mais comme c'est compliqué d'arrêter un chef d'État, un exercice surtout, ces 2 mandats d'arrêt sont restés sans exécution pendant assez longtemps. Et ils sont toujours d'ailleurs non exécutés. En 2015, Omar al-Bashir arrive en Afrique du Sud pour le sommet de l'Union africaine. Et les officiels de la Cour sautent sur l'occasion et exigent des Sud-Africains le transfert d'Omar al-Bashir à la Cour en leur rappelant leurs obligations en tant que membres de la Cour. Les Sud-Africains sont hyper embêtés. C'est un chef d'État étranger qui est venu à titre officiel dans leur pays et ils ne peuvent pas l'arrêter comme ça. Il y a une immunité et tout. Cette affaire va devant un cours local et pendant quelques jours, il y a un flottement. Et je me souviens très bien, c'était un dimanche, j'adorais travailler le week-end et j'aime toujours d'ailleurs. Je marche dans un couloir de la CPI, je croise un collègue qui est hyper embêté, stressé, ce que vous voulez. Il me dit, pourvu que les Sud-Africains ne nous restituent pas Bachir parce que le dossier est vide et qu'on va se ridiculiser. Est-ce que vous pouvez simplement l'imaginer ? Ça fait des années que ces 2 mandats d'arrêt ont été émis. Tous les 6 mois à peu près, le procureur va devant le Conseil de sécurité des Nations Unies pour
rendre compte de l'évolution du dossier. Les officiels de la Cour, à chaque fois qu'il s'agit de l'affaire al-Bashir, crient au scandale parce qu'il n'est pas remis à la Cour. Toutes les ONG des droits de l'homme montent au créneau et le dossier est vide. C'est tout ce qu'il faut savoir sur la CPI. Peut-être que ça a changé. Et d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi, mais j'ai envie de faire confiance à Karim Khan, au nouveau procureur. Mais je sais que sa marge de manœuvre est extrêmement limitée, pour ne pas dire minuscule. Et la pression qui est exercée sur lui est très grande. Et donc... Vous voyez, je vous ai posé beaucoup de questions. On a parlé des crimes de guerre, on a parlé de tous ces sujets. Vous les esquivez très bien. Vous êtes une diplomate, peut-être que c'est votre métier d'ailleurs. En tout cas, Et moi qui croyais vous avoir répondu. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que forcément, les gens, on est dans un contexte où ils ont le doute à l'esprit. Et ça m'amène justement sur une des questions que j'avais préparées. C'est que certains analystes français parlent de ce qu'on appelle l'œil de Moscou en France. Alors, y avez-vous des réseaux d'influence importants ? Et vous qui avez passé plusieurs années à Paris, je crois 4 ou 6 ans, qu'en est-il vraiment ? Parce qu'on se rappelle encore une fois d'Emmanuel Macron qui disait RT France, Spoutnik. On se rappelle aussi de Macron devant Marine Le Pen, l'entre-tour de la présidentielle, qui disait « Mais attendez, qui est votre principal créancier ? C'est la banque russe de Poutine. » Donc, qu'est-ce qu'il en est ? Vraiment, tout le monde, je pense, rêve de savoir la véracité de cet œil de Moscou sur la France. Ceux qui se prétendent experts et disent ça, ce ne sont pas des experts, hein, ce sont plutôt des spécialistes de paranormal. Hein. Vous savez, l'amour ne se force pas. Hein. Certes, il y a beaucoup de Français qui sont partisans de l'amitié franco-russe, qui sont favorables à la Russie, mais ils le sont naturellement. Nous n'y avons absolument aucun mérite. Hein. Et des Français comme ça, on en trouve autant parmi l'élite que parmi le peuple. Hein. En fait, sociologiquement, il y a une corrélation entre l'attitude à l'égard de la Russie et l'attitude à l'égard de la France. Et il se trouve que les patriotes de la France sont plutôt favorables à une alliance avec la Russie. S'il s'agit des élites, c'est parce qu'ils se souviennent de la vieille idée de l'alliance franco-russe qui permet à la France de tirer un certain nombre d'avantages, aussi bien politiquement qu'économiquement. Et s'il s'agit du peuple, le peuple, il est simplement admiratif du patriotisme et de l'autorité de Vladimir Poutine. Combien de fois n'ai-je entendu sur un marché en France ou dans un taxi qu'est-ce que je rêverais d'avoir Vladimir Poutine comme président, dites à Vladimir Poutine que je l'adore. Hein. Donc ça, c'est un réseau d'influence parfaitement naturel qui s'entretient naturellement. Mais il y a quand même eu un avant et un après 24 février. Est-ce que vous ne pensez pas que cela n'a pas changé avec l'opération spéciale, ce mot sur lequel vous insistez ? Ce qui a surtout changé avec l'opération spéciale, c'est que les gens n'osent plus s'exprimer. Ils n'osent plus exprimer le fond de leurs pensées, mais ils n'en pensent pas moins. La France n'a jamais eu d'enjeu en Ukraine. Historiquement, ce n'est pas du tout son terrain de jeu. Donc je ne vois pas pourquoi les patriotes de France changeraient d'attitude à notre égard, hein, ni les globalistes, hein, d'ailleurs, qui nous ont toujours détestés. Mais effectivement, ça devient difficile pour les patriotes aujourd'hui de s'exprimer ouvertement et ils font plutôt profil bas en attendant que ça se tasse. Et Emmanuel Macron dans tout ça ? Emmanuel Macron est le président de la République française, hein, donc tout ce qu'il dit ou ce qu'il fait engage la France. Hein. Et lui, il a été très clair sur le fait que la France souhaitait la défaite de la Russie. La France forme des soldats ukrainiens, la France arme l'Ukraine avec des canons César dont on sait pertinemment qu'ils ont déjà fait des victimes parmi des civils dans le Donbass, y compris des enfants. Et aujourd'hui, en France, patrie des droits de l'homme, il y a une discrimination qui est autorisée au niveau des textes
à l'égard des Russes dans certains secteurs, notamment le secteur bancaire, secteur qui est tellement universel que forcément la discrimination, elle déteint sur toute personne avec un patronyme à consonance slave qui du coup est obligée d'apporter la preuve qu'elle n'est pas russe pour échapper aux effets de cette discrimination. Ce n'est aucunement un jugement de valeur, c'est juste un constat sur le rôle d'Emmanuel Macron. Est-ce que le régime de Vladimir Poutine est une dictature ? Est-ce que j'ai l'air de quelqu'un qui vit dans une dictature ? Est-ce que j'ai l'air malheureux ? Je sais pas, opprimé ? Vous avez pu vous balader ici. Est-ce que ce que vous avez vu correspond à l'image d'une dictature ? Vous avez votre réponse. En fait, les gens qui se laissent duper par ce récit de la dictature poutinienne, c'est des gens qui n'ont aucune attache, n'ont aucun rapport avec la Russie, parce que tous ceux qui ont au moins une fois dans leur vie voyagé en Russie, ou qui ont des amis russes, ou qui ont étudié la langue, ou qui font des affaires avec la Russie, ils savent pertinemment que c'est des racontards. On parle quand même de contrôle des médias, de contrôle des grandes fortunes, de l'interdiction de manifestations, de l'oligarchie. Est-ce qu'on peut au moins parler de pouvoir autoritaire ? Il faut se débarrasser. C'est pas la même chose que la France, la démocratie. Il faut se débarrasser des clichés et des idées reçues. Si par contrôle des médias, vous entendez un certain encadrement dans lequel est placé le service public, je serais bien curieuse de connaître le pays où ça se passe différemment. Et je vous rappelle par ailleurs que la Russie n'a jamais interdit spontanément aucun média étranger, et Dieu sait il n'y en a presque aucun qui ait jamais écrit quelque chose de gentil sur nous. Alors que la France l'a fait. La France a interdit Russia Today et Sputnik. Pour ce qui est du reste, ok, on n'est pas une social-démocratie suédoise, si c'est ce que vous voulez entendre de ma bouche. Et heureusement d'ailleurs, on n'en sera jamais une. Alors j'ai une dernière question pour terminer cet entretien, et je vous remercie de m'avoir accordé autant de temps. Je pense que c'était important de le faire dans l'état d'esprit qui est celui de Livre Noir, de laisser la parole à l'autre sans jugement, même si le contexte est évidemment compliqué. C'est une question qui habite beaucoup d'esprits. Beaucoup de livres sont écrits, d'articles. C'est au sujet de votre président. Est-ce que vous pensez à l'après Vladimir Poutine ? Moi, non. Mais je sais que c'est effectivement une obsession occidentale. Parce que sans doute, l'Occident mise sur le fait qu'après le départ de Vladimir Poutine, il y aura l'avènement de quelqu'un qui sera plus conciliant à son égard. L'avenir seul nous le dira, mais en même temps, il faut que l'Occident ait bien en tête que par toutes ces provocations, par toutes ces menaces, par toute sa politique de ces dernières années, il a fait en sorte de dresser une large partie de la population russe contre lui, et également en sorte que la génération qui est susceptible d'engendrer la relève est beaucoup plus radicale que ses aînés vis-à-vis de l'Occident, je trouve. Est-ce que pour terminer, vous auriez un vœu à formuler ? Spontanément, je reciterai le camarade Lénine qui disait « Ne pas savoir n'a jamais servi personne. Donc, informez-vous, s'il vous plaît. » Merci beaucoup, Katia Kopylova, pour cet entretien, un peu plus de 2 heures qu'on a pu passer ensemble. J'espère que nos auditeurs ont pu apprécier ces moments d'échange où je pense qu'on a pu aborder un certain nombre de sujets vraiment importants, d'autant plus qu'on les aborde ici justement en Crimée, donc dans un endroit qui est presque devenu quand même le centre du monde aujourd'hui, et peut-être que d'une certaine façon c'est un succès de la part de la Russie d'avoir attiré l'œil dessus. Peut-être qu'on vous recevra, ou qu'on aura la chance de vous recevoir dans les semaines ou dans les mois prochains pour revenir sur les nouvelles avancées. J'espère de mon côté qu'elles ne seront pas
qu'elles ne seront pas malheureuses. J'invite tous nos abonnés à donner leur avis, à commenter cet entretien, bien évidemment. À ceux qui nous rejoignent, à s'abonner à la chaîne YouTube de Livre Noir. Vous découvrirez d'ailleurs dans les jours et les semaines à venir un certain nombre de reportages qui ont été réalisés justement lors de la venue de l'équipe de Livre Noir en Crimée, parce que pour nous, c'est important d'essayer de nous faire notre propre avis ici, sans jugement, même si évidemment chacun a sa sensibilité. Et je le rappelle à ceux qui pourraient, les éternels censeurs, qui pourraient nous dire que nous ne sommes pas dans des logiques de débat, que c'est notre état d'esprit de recevoir tout type de personnes, comme nous l'avons fait avec l'ambassadeur chinois par exemple, eh bien pour essayer de mieux comprendre, parce que nous pensons chez Livre Noir que le plus important est de se mettre à la place des gens. Merci encore Katia Kopylova, et je souhaite à tout le monde une excellente soirée. Merci à vous et merci surtout pour votre déplacement.